Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets, des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut Alexandra, ça va et toi ? Très bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode pour parler du feedback, un sujet que je voulais traiter depuis très longtemps dans le podcast et j'attendais d'avoir la bonne personne et tu as fait un post sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps sur ce sujet et je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour en discuter. Clément, avant qu'on commence, je vais peut-être te laisser te présenter. Ouais, avec plaisir. Écoute, je m'appelle Clément Leminck. Moi, je travaille dans le monde des ressources humaines depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai fait à la fois de la RH opérationnelle, tout comme de la chefferie de projet RH, à la fois dans des grands groupes, dans le monde du divertissement, Warner Bros, Ubisoft, mais aussi dans le monde des startups avec une association, le Lab RH, que je pense la majorité des auditeurs auditrices connaissent déjà, qui est dédiée à l'accompagnement de l'innovation RH en France, mais aussi ce qu'on appelle une scale-up, c'est-à-dire une start-up en forte croissance, qui est partout, qui est une boîte française, qui fait un outil pour accompagner les commerçants et les aider à gérer leur présence en ligne. Donc différentes typologies de boîtes, petites comme grandes, tech comme plus divertissement, sur différents rôles, de la RH opérationnelle, tout comme de la chefferie de projet. Et en parallèle de ça, je suis enseignant depuis, là ça va être ma 5e année de cours, et je fais des formations et des conférences depuis à peu près 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai pas mal j'ai toujours eu une activité un petit peu en parallèle des RH. Et c'est intéressant du coup le côté aussi, le fait que tu fasses de l'enseignement au-delà de ta fonction RH, parce que je pense que justement dans tout ce qui va être pédagogie au niveau de tes étudiants, forcément, tu es aussi amené à utiliser l'outil du feedback. Donc, on va revenir un petit peu durant l'épisode sur voilà, comment on le met en place, toi, quelle méthode tu utilises, parce qu'il en existe plusieurs, mais bon, grosso modo, c'est quand même dans la même lignée. Déjà, avant de commencer, on va peut-être un petit peu parler des enjeux et d'utilité du feedback. Est-ce que toi, tu peux nous présenter un petit peu ce qui, selon toi, rend la culture du feedback essentielle dans une société aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle aide aussi à améliorer tout ce qui est développement des compétences au niveau des collaborateurs? Est-ce que tu peux nous faire ton retour par rapport à ce que tu as pu voir dans tes différentes entreprises? Ouais, carrément, qu'est-ce qui rend le feedback essentiel? Moi, ça me paraît assez naturel et évident, mais c'est grâce au feedback qu'on peut s'améliorer, c'est grâce au feedback qu'on peut créer cette culture de l'amélioration continue. Si on reçoit pas de retour sur notre travail, la qualité de notre travail ou la façon de faire notre travail, parce que parfois l'enjeu, c'est pas de parler du travail directement, mais plutôt de la façon dont ça a été fait et de ce qui l'entoure, on ne prend pas forcément conscience de nos axes d'amélioration, et c'est plus difficile de savoir sur quoi on peut travailler. Mais de la même manière, il ne faut pas oublier qu'un feedback peut être positif, et ça permet aussi de prendre conscience de ses forces. Et parfois, on a besoin d'être rassuré, d'être conforté dans nos forces, pour savoir sur quelle force on peut s'appuyer. Pour moi, avoir une culture du feedback, c'est aussi
encourager le droit à l'erreur, parce que c'est dire, bah, en fait, si je fais des erreurs ou que je fais des choses de manière non optimale, bah, on me le dira et je pourrais m'améliorer, je pourrais retravailler dessus. Et puis c'est contribuer du coup au développement professionnel et personnel de chacun. Donc en quoi ça contribue à ce développement? C'était ton autre question. Moi j'aime bien prendre l'image de quelqu'un qui nous cuisine un plat, même si c'est plein de bonnes intentions, si le plat n'est pas bon, s'il est trop salé par exemple, et ben le meilleur service qu'on peut rendre à cette personne, mais aussi à nous-mêmes, ben, c'est de lui dire, et c'est pas grave, et oui, c'est peut-être un petit peu vexant sur le coup de se dire, oh là là, j'ai mis tout mon amour dans ce plat et j'ai mis du temps et il n'est pas aux attentes, à la hauteur des attentes. Mais si on lui dit pas, la personne, elle le saura pas forcément. Et c'est en lui disant qu'en fait, bah, la prochaine fois, elle pourra réajuster un peu la recette et qu'à la fin, on arrivera à quelque chose de parfait. Donc c'est ok, c'est un process itératif et c'est normal de ne pas faire quelque chose de parfait du premier coup. Mais en revanche, on a besoin de regard extérieur, on a besoin d'apports extérieurs pour s'en rendre compte, pour savoir sur quoi travailler, et ça permet d'aller beaucoup plus vite que si on est tout seul à évaluer quelque chose. Tu vois, de la même manière, je prends un autre exemple, mais quelqu'un qui dessine, très souvent, les gens qui dessinent, ils sont jamais contents de leur dessin. Ils trouvent que c'est toujours imparfait, qu'il y a toujours quelque chose à revoir. Le fait d'avoir des regards extérieurs, ça leur permet de comprendre quand ils sont enfin arrivés à une bonne version, puisque l'extérieur trouve ça super, ou au contraire quand il y a encore des choses à travailler. Parce que parfois, c'est dur de juger son propre travail. Et je vais revenir sur le sujet justement du feedback. Tu parlais de feedback aussi positif, effectivement. Peut-être pour éclairer, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui pensent savoir ce que c'est. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que plein de personnes ont l'impression de connaître ce que veut dire le terme feedback, sans pour autant rentrer dans la méthode, hein. Mais il existe plusieurs typologies justement de feedback aujourd'hui. Alors moi, j'ai en tête le feedback positif et le feedback constructif. Est-ce que c'est déjà toi la notion que tu as du feedback et un petit peu expliquer qu'est-ce qu'on met derrière du feedback positif et du feedback justement constructif, et pas confondre avec les notions de compliments, critiques, qui sont pas du tout la même chose du coup. Ouais, bah donc, feedback hein, de l'anglais, nourrir en retour, si je devais traduire littéralement, mais parce que je pense que c'est important. Euh, Déjà, il y a cette notion de retour. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose à l'origine et que je suis là pour réagir à quelque chose. Par exemple, si je te fais un compliment en te disant oh Alexandra, je sais pas, je trouve que tu es très jolie, tu vois, je trouve que tu dis des trucs très intelligents, je trouve que c'est intéressant, c'est très sympathique, mais là c'est basé sur rien. Donc en fait, il manque un concret, j'ai pas fait un retour sur quelque chose. En revanche, si à l'inverse, bah, plutôt que de dire juste tu es très jolie de manière générale, je dis ah bah ce haut aujourd'hui te va ravir, là déjà je réagis sur quelque chose, c'est ah mais c'est ce haut là qui fait que particulièrement je te trouve jolie aujourd'hui, ou si je reprends l'exemple de la pertinence, bah, ah tiens ton dernier post sur LinkedIn, je l'ai trouvé hyper intéressant, là déjà je me base sur quelque chose et je te fais un retour sur cette chose. Et puis après, bah, il y a comment on le rend constructif, juste te dire ah ton post il était intéressant, c'est bien, mais il me manque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il était intéressant? Comment je sors d'un avis qui est purement subjectif, qui est le mien, j'aime bien ton haut, j'aime bien ton poste, j'aime bien, pour arriver sur quelque chose qui est objectif. En fait, il y a des traits qui font que ça va bien. Ah bah tu vois, mais en fait ton haut là il est harmonisé, les couleurs elles reprennent aussi les couleurs du reste de ton ensemble, etc. J'en sais rien, ça va, tu vois, ça va bien avec tes cheveux, ça va là. Là, je commence à expliquer ce qu'il fait. Ton poste, il est intéressant parce qu'en fait tu l'as construit en expliquant ceci, puis en faisant cela, puis en faisant cela. Donc premier truc, pour nourrir en retour, il faut déjà quelque chose d'initial. C'est pas from nowhere. Et ensuite, ben, si je nourris, c'est que je mets de la matière derrière, c'est que je mets quelque chose de concret, c'est que je mets quelque chose d'objectif, c'est que j'explique quelque chose. Donc pour moi, un feedback, c'est ça, hein, c'est se baser sur un comportement, sur un fait, sur quelque chose qui a été observé, et puis donner un retour en échange de quel impact ça a eu sur nous, sur d'autres personnes, si on a pu l'observer, en s'assurant bien sûr que cet impact soit, encore une fois, objectif et pas subjectif. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est aller dans des niveaux de comment est-ce qu'on pourrait refaire pour que ce soit le cas plus régulièrement, quels seraient les next steps, comment est-ce qu'on peut améliorer encore plus, mais qu'on soit dans un feedback de nouveau d'axe d'amélioration ou un feedback positif. Pour moi, la méthodologie reste relativement la même, puisque l'important, c'est de nouveau de se séparer du subjectif pour arriver dans de l'objectif et se baser sur quelque chose de concret, d'observable et d'observé.
Oui, l'objectif, enfin, tu vois, dans le livre, par exemple, de Stéphane Morio, qui parle beaucoup du feedback, enfin, qui a fait un livre que sur ça, il disait le pire feedback positif qui d'ailleurs, du coup, n'en est pas, que vous puissiez donner à quelqu'un en sortant d'une réunion, c'est ah, ta réunion géniale. Ouais, concrètement, ok, mais pourquoi, sur quoi tu te bases? Et puisque là, tu vas plus dans le compliment que dans le feedback positif. Et si on parle plus du feedback constructif, pour le coup, là, on est d'accord, c'est la même logique que le positif, c'est-à-dire que tu vas aller te baser sur un élément factuel pour faire un retour et potentiellement donner un avis ou une proposition d'amélioration que la personne est en capacité de prendre ou non pour sa montée en compétence. Exactement. Et tu vois, je rebondis sur ton exemple, mais c'est ça, un bon feedback, tout comme une bonne réunion, j'en profite, c'est une balle perdue pour les réunions qui servent à rien, il est actionnable. À la fin, il y a un truc à faire. Une réunion où on finit en se disant, bon, bah on se revoit la semaine prochaine, ou sinon il s'est rien passé, c'est une réunion qui a été inutile. Une réunion où on finit et où il y a une to-do list avec des tâches qui sont données à des gens et il va se passer des choses après, c'est une réunion qui est utile. Un feedback qui finit juste par trop bien ta réunion, il ne sert à rien parce qu'en fait je vais jamais retenir ce qui a été bien, comment est-ce que je peux le reproduire ou autre. Un feedback qui finit sur trop bien ta réunion parce que tu as fait ceci, cela, 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 c'est actionnable parce que je peux me dire ah bah je serai vigilant sur mes prochaines réunions à reproduire ce schéma et du coup avoir de nouveau des réunions qui soient efficaces. Toutes les entreprises n'ont pas forcément une culture du feedback. Pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des managers, des RH ou même des boss qui ont leur société, qui souhaitent développer ça en interne et le travailler, pour toi, est-ce qu'il y a un petit peu des étapes clés pour acculturer le sujet feedback auprès des équipes? Est-ce que tu aurais des conseils ou en tout cas par où commencer quand on souhaite le mettre en place dans son entreprise? Le premier sujet, hein, il paraît bête, mais c'est de former au feedback. Il n'y a pas de secret. Hein, si on veut développer quelque chose, il faut d'abord former les gens sur le sujet. Et là où j'insisterais, c'est il faut former tout le monde au feedback. Je vois trop souvent des boîtes qui se disent ah, on va former nos managers au feedback. Alors, c'est très bien, hein, c'est une première étape, mais en fait, c'est l'intégralité des collaborateurs et collaboratrices qui se retrouvent à faire des feedbacks. On fait des feedbacks aussi entre pairs. On peut faire des feedbacks à notre propre manager, du reverse feedback. On peut faire des feedbacks à des stakeholders, à des clients, à des fournisseurs, à des partenaires. Et du coup, savoir faire un feedback, ce sera utile à tout le monde et ça n'est pas quelque chose de réservé aux managers. Donc ça, c'est un premier truc, c'est former au feedback et former tout le monde. Ça peut être un plan de formation hein, qui se déploie sur des mois ou une année. C'est pas grave si c'est par cohorte et que c'est petit à petit, mais in fine, on a envie que tout le monde soit formé au feedback. Deuxième truc, c'est au-delà de former à une méthodologie, à comment faire un feedback ou autre, c'est surtout recommencer par ce par quoi toi tu as commencé avec tes questions-là, de sensibiliser à l'importance, aux Oui, enjeux, une au compréhension de pourquoi. pourquoi c'est important. Exactement. Pourquoi faire des feedbacks? Pourquoi on vous forme au feedback? Pourquoi on pense que c'est important? Pourquoi savoir faire des bons feedbacks et savoir recevoir des feedbacks? Parce que c'est aussi quelque chose sur lequel ça peut être intéressant de former, comment recevoir un feedback, comment réagir à un feedback. Pourquoi nous sommes convaincus que ce sont des outils qui non seulement vont servir l'entreprise, mais vont aussi vous servir à titre individuel, à titre professionnel, tout au long de votre carrière. Pourquoi est-ce qu'en fait ça vous équipe et ça vient servir votre employabilité? Et ça, je pense, c'est la clé de beaucoup de process RH et de choses qui vont avec les RH. Le problème, c'est qu'on ne prend pas assez le temps d'expliquer pourquoi ça existe et pourquoi c'est dans l'intérêt des collaborateurs et collaboratrices. Certes, la fonction RH, on défend aussi l'intérêt de l'entreprise, et in fine, si le feedback ne servait à rien pour l'entreprise, on ne formerait sûrement pas au feedback, mais c'est important aussi de montrer pourquoi ça leur sert à eux et à elles individuellement. Et dernier conseil pour moi pour mettre en place le feedback, qui est peut-être celui qui est le plus oublié, que je vois le moins souvent, c'est de distribuer l'expertise. Une fois qu'on a formé des gens, qu'on a sensibilisé à l'importance, il ne faut pas que l'expertise reste uniquement dans les mains, par exemple, de l'équipe RH. Il faut que l'expertise elle soit dans les mains de plein de gens parmi les équipes, qu'il y ait des rôles modèles parmi les managers, qu'il y ait des rôles modèles parmi les collaborateurs. Il faut que le réflexe, quand j'ai besoin d'aide pour préparer un feedback, il soit pas uniquement d'aller voir les RH, mais en fait, il puisse être aussi d'aller voir un tel qui est identifié comme quelqu'un qui est très bon pour faire des feedbacks. Et ça, pour moi, c'est quand on a super bien réussi notre boulot de RH. Euh,
Pourquoi? Et je sais que ça peut faire peur, hein, ça revient à déléguer Ouais, une partie de... je pense que c'est le plus compliqué. Tu vois, ton dernier Ça, point, je trouve que c'est difficile. ça fait peur, mais tout comme déléguer fait peur, parce qu'on se dit, mais si je délègue, ce sera plus moi et ma façon exacte de faire. Oui, mais en fait, c'est comme ça qu'on crée une vraie culture. Et si demain dans la boîte, il y a des personnes qui sont identifiées comme des rôles modèles parce qu'elles savent faire des bons feedbacks, bah, c'est aussi ça qui donnera envie, pardon, à des gens de savoir faire des bons feedbacks, parce qu'ils se diront, ça c'est un rôle modèle qui a par exemple un rôle important dans la boîte, qui est reconnu par ses pairs, etc. Et une des raisons qui l'a amené là, c'est faire des bons feedbacks. Donc il faut moi aussi que je développe ça si je veux arriver au même rôle. Tandis que si c'est uniquement quelque chose qui est géré par les RH, ce sera toujours vu comme un process RH. Et du coup, ça aura jamais une importance pleine, parce que ce sera un sujet RH. C'est pour faire plaisir au RH, on va s'embêter à le faire une fois par an pour les revues de performance, et puis après on oublie un peu. Si ça devient vraiment un truc culturel de « Ah, machin est un manager que tout le monde rêverait d'avoir », et une des raisons, c'est qu'il est trop fort en feedback, ou qu'elle est trop forte en feedback, et ben là, on a touché quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, hein, je le vois très peu. Je suis complètement d'accord. Tu parlais justement de méthodologie. Il y a plusieurs méthodes, mais à mon sens, ça va tous un petit peu dans... Les étapes sont à peu près tout le temps les mêmes. Pour structurer les feedbacks, toi, tu utilises une méthode précise. C'était le contenu du post que tu as fait sur Ouais, LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer la méthode que tu utilises, les différentes étapes dans cette méthode pour bien structurer un feedback? carrément. Donc comme tu l'as dit, hein, il y a différentes méthodes. Moi, j'utilise la méthode COIN, donc COIN, pièce en anglais. Le monde des startups, on aime bien les anglicismes. Mais on peut l'appeler coin si on préfère, comme un canard. C'est moins Euh, sexy déjà. Et... Mais c'est amusant, c'est amusant. Il y a pas de, ouais, tu sais, ouais, pour faire de l'enseignement et de la formation, moi j'aime bien la gamification, le ludique, donc Ouais, ça me va je suis aussi assez d'accord. Avec un gros de mettre... canard, au moins, ça reste en tête, tu vois, c'est pas bête. Exactement. Donc méthode coin ou coin, selon qu'on préfère le français ou l'anglais. Et du coup, bah, chaque lettre a une signification. Le C est là pour parler du contexte. Avant de commencer un feedback, il faut toujours redonner un contexte. Un feedback, de nouveau, on l'a dit, il est basé sur des choses qui ont été observées. Dans quel contexte est-ce qu'ils ont été observés? Si je fais pas le feedback directement, il y a de grandes chances que dans ma tête ce soit très clair, mais que dans la tête de personne, elle ne sache pas de quoi je parle. Si bah, lors de tu vois, tu disais la réunion, elle était super. Mettons, je fais un meilleur feedback et je veux te parler de pourquoi elle était super et de ce que j'ai apprécié dans la réunion. Je commence toujours en te disant, ah tu sais Alexandra, je voulais revenir sur la réunion de lundi dernier quand on était en meeting avec Carrefour. Tu vois, là j'ai redonné du contexte, c'est contextualisé et ça fait que c'est d'un coup très clair dans ta tête. Moi je suis arrivé, c'était très clair dans ma tête, mais si tu dis oh la réunion elle était super, tu vas dire mais quelle réunion? Parce qu'on a peut-être fait 4-5 réunions ensemble. Parce que ça se trouve je parle d'une réunion où moi j'étais même pas. Peut-être que je suis là pour te rapporter des faits. Tu peux pas savoir tant que j'ai pas recontextualisé. Donc c'est contexte, on commence toujours en recontextualisant. Ensuite le O. O c'est pour l'observation en français. Observed facts or behaviors en anglais. C'est quels sont les faits, les comportements que j'ai observés. De nouveau, ce que je disais, je ne te fais pas de feedback si j'ai rien de concret. Je ne vais pas faire un feedback sur un ressenti. Euh, En revanche, bah, dans cette réunion, j'ai identifié que tu avais envoyé en amont de la réunion un ordre du jour, que du coup, bah, c'était super clair l'objectif de réunion pour tout le monde. La parole, elle était bien distribuée parce que les stakeholders qui avaient été invités, c'était que des personnes qui avaient des choses à dire et qui avaient un vrai intérêt pour contribuer à la réunion. Du coup, bah, on a souvent des réunions qui se passent pas hyper bien, où on réussit pas à finir dans les temps, où la parole elle est confuse et où il y a des gens qui servent à rien. Autre exemple, la réunion de mardi dernier avec ça, la réunion nanana. Cette réunion de lundi dernier, elle était parfaite grâce à cet ordre du jour. J'ai observé quelque chose. L'impact, c'est le I, c'est la troisième lettre. Quel est l'impact de ça? Bah, le fait que cette réunion, elle a été hyper efficace, ça fait que là où normalement on a besoin de 2 réunions pour clôturer un sujet, bah, cette fois on l'a clôturé en un seul point. Le fait que ça a été concret, ça fait aussi que les gens qui étaient invités, ils avaient tous quelque chose à dire, ils étaient tous concentrés. Dans les autres réunions, par exemple, je vois qu'il y a souvent des gens qui traitent leurs mails, qui font d'autres choses. Là, tout le monde a participé, tout le monde était concentré. Et puis un autre impact, par exemple, bah, j'ai le sentiment que ça a vraiment servi le projet. L'important, c'était de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de notre client. Et là, on est vraiment arrivé avec des solutions innovantes, telles que cette solution, telle que cette solution. Tu vois, j'illustre et j'explique l'impact que ça a. Si je peux ramener des KPI et des faits chiffrés, c'est encore mieux. On est dans une culture
d'entreprises de nos jours où on aime bien KPIiser les choses, on aime bien avoir des indicateurs clés chiffrés qu'on suit. Un indicateur clé, c'est bien parce que c'est objectif de nouveau, c'est pas subjectif. Si je te dis on a augmenté les ventes de 20%, on a augmenté les ventes de 20%, je peux pas l'inventer, c'est pas subjectif. Si je te dis la réunion elle a duré 45 minutes là où en temps normal ça dure 1 heure, c'est vrai, enfin c'est des chiffres. Les chiffres ne mentent pas, donc si vous pouvez mettre des chiffres, il faut mettre des chiffres. Et dernière lettre, le N. Le N qui, là est en anglais, j'ai pas d'équivalent français qui est pour next step, la prochaine étape, et qui est un peu de se dire bon c'est trop bien, je t'ai redonné du contexte, je t'ai dit ce que j'ai observé, je t'ai dit l'impact, je t'ai dit que c'était génial ou je t'ai dit que c'était améliorable selon le type de feedback dans lequel on est. Mais maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est quoi les next steps? Genre comment est-ce qu'on fait soit si c'est bien pour que ça continue et que ce soit répliqué, soit si c'est un axe d'amélioration pour travailler dessus et que la prochaine fois ce soit mieux. Et du coup, bah là, partager des tips. Si on est sur quelque chose qui est bien, ça peut être de se dire, essayons de répliquer ça. Ça peut être, tiens, partageons ça à une autre équipe. Oh, est-ce que tu pourrais faire un petit guide là-dessus? Est-ce que tu pourrais faire un petit tutoriel sur comment faire une réunion efficace? Si on est sur quelque chose d'amélioration, là, c'est donner des axes d'amélioration et expliquer. Si à l'inverse, la réunion a été trop longue et c'était pas les bons stakeholders, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais t'assurer qu'il y a les bonnes personnes. Ah tiens, est-ce que tu connais la règle de la pizza d'Amazon? S'il y a trop de gens dans une pièce pour se partager une pizza, c'est qu'il y a trop de gens dans la réunion, il faut inviter moins de gens. Est-ce que tu as fait attention à bien inviter des gens qui, à chaque fois, aient besoin de participer à la réunion? S'il y a des gens qui ont juste besoin du compte-rendu et d'informations, on peut leur envoyer le compte-rendu sans les inviter à la réunion. Tu vois, je te suggère des prochaines étapes, voire même, je te pose juste des questions pour t'amener, toi, à identifier et à suggérer ces prochaines étapes. Ça peut être aussi juste ça, de se dire, tiens, Alexandra, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire différemment, pour faire mieux, pour que ça fonctionne mieux, pour que ce soit plus efficace? Est-ce que tu as des idées? Et puis ensemble, on définit ces next steps. Voilà la méthode Coin, du coup, contexte, observation, impact, prochaine étape, next step. Mais après, il existe d'autres méthodes, le desk, le SBI, etc. Et globalement, elles se rapprochent toutes dans Oui. le fonctionnement. Elles se rapprochent toutes, mais je trouve que celle-là, elle est quand même assez facile à expliquer pour le coup, tu vois. Je trouve que c'est quand même assez clair dans la structuration de comment tu peux mettre en place du feedback. Du coup, là, on a parlé des étapes clés quand tu veux le mettre en place, de la structuration du feedback pour en tout cas donner les premières clés d'apprentissage à toutes les équipes de ta boîte quand tu souhaites aller sur une acculturation du feedback. J'ai une autre question moi, qui est les nouveaux entrants. Parce que du coup, les nouveaux entrants viennent pas forcément d'une... Alors, si le recrutement est plutôt bien fait, ils sont quand même venus pour ta culture si elle est assez forte et on a intérêt pour ces sujets-là, mais pas toujours. Comment ça se passe dans le cadre du onboarding pour les nouveaux entrants? Par exemple, toi, chez Partouche, chez qui tu es aujourd'hui, est-ce que justement les sujets de feedback, c'est des choses dont vous parlez dès l'arrivée? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques dans le cadre du onboarding? Est-ce qu'il y a, c'est pas forcément des, enfin on parle de formation, mais je trouve que les ateliers dans le cadre du feedback, c'est hyper bien aussi. Est-ce que, voilà, comment ça fonctionne au niveau de l'onboarding sur ce sujet-là? Ouais, alors là, on ouvre un chapitre énorme qui est celui de l'onboarding et plus largement des formations dans l'onboarding. L'onboarding, moi je suis très content parce que ces dernières années, on n'en a jamais autant parlé et du coup, ça devient vraiment quelque chose qui est de plus en plus soigné dans les boîtes. Et j'ai l'impression qu'on a de moins en moins souvent le cas de j'arrive et mon manager est en vacances et elle avait oublié que c'était ma semaine d'arrivée, j'ai pas de poste de travail, j'ai pas d'ordinateur, j'ai l'impression que ça arrive moins. J'espère que ça n'existe plus. Enfin, moi, ça me paraît démentiel que ça existe encore, mais bon. Mais ça existe encore, hein. Spoiler, Ouais. dans mes cours, souvent, quand je parle d'onboarding, je commence en demandant aux étudiants est-ce qu'il y en a qui veulent nous raconter un onboarding catastrophique qu'ils ont eu. Et je peux t'assurer que dans des classes de 20-30 personnes, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui, en stage, donc du coup très récemment, ont eu ces situations-là. Donc ça arrive encore malheureusement, mais ça arrive moins. Et en revanche, maintenant, on arrive parfois dans une autre problématique qui est un peu la problématique inverse, c'est qu'il y a des onboarding qui sont hyper chargés, hyper lourds, et on veut former les gens sur tout. Le risque, si on forme les gens à tout, c'est qu'en fait, on forme les gens à rien, parce que le cerveau humain est fait d'une telle manière que
si je prends un entonnoir et que j'essaie de t'enfoncer l'intégralité des informations de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, nos Ça va outils, plus nos passer. process, nos clients, toutes les équipes, l'organigramme, au bout d'un moment, en fait, ton cerveau il va exploser et tu retiendras plus rien. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'onboarding. Donc, ça, une première clé pour moi. Je suis désolé, je parle pas encore de feedback, mais je vais y arriver, mais j'ai Vas-y, besoin de vas-y. recontextualiser. Une première clé, c'est de distiller l'onboarding sur une période que sont en fait les premiers mois. Et du coup, de réfléchir en ordre de priorité. Quelles sont les infos les plus importantes dès le début de l'arrivée de l'entrant dans la boîte et quelles sont les infos qui peuvent attendre plusieurs mois potentiellement d'ancienneté. Et là, on arrive dans quelque chose qui est très débattable puisque c'est encore assez nouveau et je pense qu'il y a déjà pas toutes les boîtes qui étendent comme ça un onboarding sur plusieurs mois. Donc à mon avis, quand ça se répandra, je souhaite que ça se répande, il y aura différentes écoles. Moi, mon école, elle est de dire que même si le feedback, c'est essentiel, je pense pas que ce soit essentiel dans les premières semaines ou les premiers mois d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Pourquoi? Parce que les premiers mois, c'est justement des mois où tu vas passer beaucoup de temps à te former, à apprendre, à découvrir. Euh, et en fait, là où ça va être important de savoir faire un feedback, c'est typiquement peut-être au bout de 2 mois, quand là, tu vas commencer à pouvoir faire un rapport d'étonnement et à toi-même, du coup, faire des feedbacks un peu sur, bah tiens, j'ai observé ça et ça peut être fait comme ça. Donc, nous, chez Partout, les formations au feedback, c'était pas dès le début, c'était pas dans les premières formations, c'était un peu plus tard, c'était un peu plus vers le milieu ou la fin de l'onboarding. En fait, ça se fait tout simplement par des cohortes. Et du coup, les nouveaux entrants étaient formés en promo. Et donc, parfois, il y a quelqu'un pour qui ça pouvait être son deuxième mois dans l'entreprise, quelqu'un pour qui ça faisait peut-être un mois, quelqu'un pour qui ça faisait 3 mois, parce qu'il y a aussi juste un souci pratique de réunir un groupe suffisant pour faire une formation. Voilà où est-ce que je le mettrais. En revanche, à défaut de former au feedback, à la méthodologie, etc., il y a des ressources qui sont données dès le début. Et donc, tu n'es pas formé, mais en revanche, tu découvres qu'il y a une méthodologie de feedback, tu lis pour la première fois sur le coin et sur ce que ça veut dire à ton tout début et dans ta première semaine. C'est juste que tu vas pas pratiquer du feedback, tu vas pas faire une vraie formation avec des ateliers, avec du jeu de rôle, avec de la mise en situation, où là vraiment on va te marteler le truc et il va entrer dans ton cerveau. Mais avant je t'ai lu, donc t'es pas étranger normalement Oui, à ce que... tu donnes accès à la méthodologie. En tout cas, tu le lis, donc tu commences à l'intellectualiser, même si tu le mets pas en pratique. Exactement. Et après, nous, on a une grosse base de données, de ressources. Euh, on parle de plus en plus de knowledge management, de gestion de la connaissance. Nous, on a un outil pour capitaliser là-dessus qui est un peu notre sorte de Wikipédia interne, pour faire simple. Et dessus, bien évidemment, on a beaucoup de ressources sur le feedback. Donc, dans l'éventualité où tu aurais besoin d'être accompagné là-dessus un peu plus tôt et tu n'as pas encore eu ta formation, tu as accès à ces ressources-là et puis tu as accès, bien évidemment, à des contacts clés en interne, dont ton équipe RH. Donc, si vraiment il y avait besoin, tu peux avoir un accompagnement personnalisé là-dessus. Autre sujet, parce qu'on parlait justement à un moment donné de sujets dont on peut débattre, l'IA dans le feedback. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que personnellement, je l'utilise pour m'aider à faire du feedback, notamment quand je fais des feedbacks à des candidats dans le cadre du recrutement. Parce que oui, il faut faire des retours à des candidats quand c'est, voilà, au-delà de leur faire un retour, tant qu'à faire un retour constructif. Donc, moi, j'ai beaucoup de candidats en entretien, donc j'en ai quand même beaucoup à faire. Donc, je sais que l'IA m'aide à les construire et quand j'ai vraiment des profils très particuliers, ça m'aide un petit peu à me challenger aussi sur ce que ce que j'envisage de proposer comme feedback. Donc, je sais que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors maintenant, ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des limites aussi, puisque l'objectif, c'est pas qu'il le fasse à ta place non plus, puisque c'est un retour d'expérience aussi. Toi, quelle position tu as justement sur l'utilisation de l'IA dans tout ce qui va être construction du feedback? Est-ce que tu as un avis très tranché? Est-ce que tu es plus mitigé sur le sujet? Comment tu te positionnes dessus? Ouais, c'est une excellente question. On parle énormément d'IA en ce moment, c'est le buzzword. Moi, je fais beaucoup de formations sur l'IA et les RH. Là, en ce moment, j'interviens j'ai beaucoup de clients sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet qui demande, du coup, c'est un sujet dont j'adore parler. Moi, je trouve que, enfin, j'aime bien prendre cet exemple-là, de dire l'IA est arrivé quand même très récemment et on découvre encore les cas d'usage. Un exemple que je prends, c'est je dis, quand l'être humain
a inventé la peinture juste en écrasant des baies et en disant marrant, je peux dessiner sur les parois d'une grotte, il n'avait pas pour autant inventé les techniques de peinture. Et il a fallu attendre des centaines, voire des milliers d'années pour qu'on voit le cubisme, l'impressionnisme, etc. Naître. Et même de nos jours, il y a de nouveaux courants qui naissent. Donc en fait, même si on a tous accès aujourd'hui à des feutres, à de la peinture, à ce qu'on veut, ça fait pas de nous tous des artistes. Et en revanche, on n'a pas un guide, un livre qui nous dit, bah voilà, tous les types de dessins qu'on peut faire ou de peinture qu'on peut faire. Il y en a toujours qui se réinventent. L'IA, c'est exactement pareil, sauf qu'on est vraiment au tout début. Donc en fait, il n'y a pas de guide avec l'IA. On se dit, tenez un outil, et maintenant tout le monde est en train de tester, on est dans du test and learn, tester comment l'utiliser, et il y a des choses qui fonctionnent, et il y a des choses qui fonctionnent moins, et il y a beaucoup de défiance, et c'est normal. Par rapport au feedback, moi je pense que l'IA peut être un très bon outil pour le feedback. Il y a différentes études qui ont été faites, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui demandait à des êtres humains de rédiger des feedbacks, et à des IA de rédiger des feedbacks, et ensuite à des êtres humains d'évaluer ces feedbacks sans savoir si ça provenait d'une IA ou d'un être humain, et globalement, l'IA obtenait des meilleurs scores de ce feedback est mieux construit. Donc déjà, ça montre que, a priori, pour peu qu'on ait bien nourri l'IA, elle est en capacité de faire des meilleurs feedbacks que l'être humain. Pourquoi ? Sûrement parce qu'elle est beaucoup plus scolaire, et que du coup, si on lui donne une méthodologie, qu'on lui explique le pourquoi et le comment, bah, en fait, elle obéit, elle suit les règles, elle le fait, là où l'humain est plus biaisé, naturellement, et du coup, va plus avoir tendance à sortir du chemin très théorique de reste, objectif et pas subjectif, et du coup, a une qualité de feedback qui est un peu moindre. Donc, premier élément, l'IA a montré qu'elle savait faire des meilleurs feedbacks. Deuxième élément, en revanche, si ça peut rassurer les personnes qui nous écoutent et à qui là, ce début d'argument ferait peur, en revanche, l'être humain n'est sensible qu'au feedback d'un autre être humain. On a beaucoup de mal à être sensible au feedback d'un bot ou d'une IA si on sait que c'est un bot ou une IA. On a besoin d'un être humain avec des émotions, avec une chair palpable qui nous parle et qui nous fasse un feedback. Sinon, on n'y accorde pas d'importance parce qu'on trouve que ça manque d'humanité. Jusque-là, ça paraît naturel. Maintenant, si je mets les deux choses ensemble, j'ai une IA qui est capable de construire et de structurer mieux les feedbacks, mais en revanche, j'ai besoin que le feedback soit donné par un être humain. À quoi est-ce qu'on arrive ? On arrive à se dire, en fait, le meilleur feedback, il est ni IA, ni humain, il est IA et humain ensemble. Et en fait, le meilleur feedback, c'est un feedback qui est à la fin donné par un être humain, mais qui a été co-construit avec une IA qui est là pour s'assurer que ça respecte un cahier des charges, que ça respecte une méthodologie, et du coup, que le feedback sera efficace. L'IA, elle est là pour aider à construire, pour donner des conseils sur la restitution, mais elle n'est pas là pour restituer le feedback. Nous, chez Partout, on a un cas d'usage assez intéressant et assez unique à ma connaissance pour le moment en France. On a construit un chatbot en interne avec GPT, avec un outil développé en interne pour le lier à Slack, qui est un peu notre Teams interne, donc notre outil de communication de messagerie interne. Ce chatbot, tout le monde peut lui parler, bien évidemment, c'est confidentiel, et en fait, il aide à structurer les feedbacks. Je peux soit venir, un peu comme toi tu le fais pour tes retours candidats, avec un feedback déjà construit que le chatbot va challenger et potentiellement aider à améliorer, soit venir avec une page blanche en disant salut, donc notre chatbot, il s'appelle, c'est pas très original, hein, il s'appelle Coin Feedback, et du coup, je peux lui dire, j'ai envie de faire un feedback à Alexandra par rapport à son dernier podcast ou autre, et là, à ce moment-là, le chatbot va m'accompagner étape par étape sur la formation d'un coin. Il va dire, ok, tu veux lui parler de son podcast, est-ce que tu peux me donner le contexte qui t'a amené à vouloir lui faire un feedback ? Est-ce qu'il y a un contexte ? Est-ce que tu as observé quelque chose ? Et c'était dans quel contexte ? Ah oui, c'est parce que j'ai écouté du coup là le dernier épisode, l'épisode sur le feedback avec Clément Lemarque. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as observé qui te donne envie de faire un feedback ? J'ai observé que ils ont parlé de l'IA et je trouve ça super intéressant que dans son podcast, elle parle de tendance et d'actualité en se contentant pas de parler de théorie, mais aussi d'applications pratiques avec des outils IA. Super. Et quel a été l'impact de ça, tu vois ? En fait, ça m'a apporté un exemple hyper concret que je peux essayer de redéployer en interne dans ma boîte. Ok, et est-ce que tu as une next step pour Alexandra ? En fait, j'aimerais qu'elle continue à inviter des personnes qui peuvent donner des exemples et qui illustrent aussi comment on peut utiliser l'IA. Trop bien. Et en fait, là, le chatbot, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une discussion avec quelqu'un, mais en fait, il m'a amené à structurer mon feedback coin. Et après, il me dit, voilà,
forte de tout ce que tu m'as donné. Voici un premier draft de Feedback Coin, puisque tu m'as donné un contexte, des faits, un impact et une next step. Maintenant, je t'invite, toi, à te le réapproprier, à le reformuler. Quand tu feras le feedback à Alexandra, voilà quelques tips génériques pour faire un bon feedback et pour que ça se passe bien. Et puis voilà, bon courage. Et donc, le chatbot n'a pas vocation à donner et restituer le feedback. Il a vocation à m'aider à construire un feedback utile. Et ça, c'était nécessaire parce que nous, on s'est rendu compte qu'on formait au feedback, mais que malgré tout, dans des moments où les gens avaient besoin d'un feedback, ils avaient toujours besoin quand même d'accompagnement, d'être assurés, d'avoir une deuxième main, un peu une personne avec qui puisse le faire avec eux. Et en fait, ce chatbot remplit ce rôle à merveille, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est notre chatbot le plus utilisé dans la boîte. Ok. Et est-ce que tu as des personnes aujourd'hui chez Partout qui restent résistantes au fait de... Tu vois, qui n'arrivent toujours pas à comprendre l'utilité du feedback et qui sont réfractaires à ça? Est-ce que du coup, c'est compatible de rester dans cette vision-là qui rejoint pas la culture d'entreprise? Et si ça a été le cas, comment vous avez amené la personne à évoluer? Voilà, est-ce que tu as un peu des cas d'études là-dessus ou pas trop en fait? Et naturellement, les gens comprennent l'utilité du sujet. Ouais, c'est super intéressant comme question. Au début, j'ai cru que tu allais me demander est-ce qu'il y a des gens qui sont résistants à l'IA et au chatbot. Euh, et j'allais te dire, bah oui, hein, il y a plein de gens qui l'utilisent pas. Hein. On est sur un taux d'utilisation, nous, d'à peu près 40%, donc il y a encore plein de gens qui l'utilisent pas. Et c'est OK, moi, ça me va. Déjà, juste de me dire qu'on avait des 40%, c'est trop bien. Mais ta question n'était pas celle-là. Ta question était de dire est-ce qu'il y a des gens qui sont résistants au concept de feedback et à l'idée du feedback? Alors, ça peut arriver. Donc, je dirais, si on prend une photographie, là, maintenant, sur une boîte de 450 collabs, oui, il y a forcément, je pense, dans la boîte, une ou deux personnes, inévitablement, qui sont contre, mais ce ne sont pas les personnes qui restent dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que pour moi, si tu es résistant au feedback, en fait, tu es résistant aux valeurs, aux croyances de la boîte. Et moi, je lis beaucoup ça au système de performance. Le système d'évaluation de la perf que j'ai designé chez Partout, c'est un système qui s'appuie sur deux idées. C'est de dire que la performance, c'est la combinaison du what, ce que tu fais, le quoi, donc l'atteinte de tes objectifs, le fait de faire les choses dans les temps, etc. Et le how, le comment tu le fais. Et le comment tu le fais, c'est aussi de l'adéquation avec les valeurs, avec la culture d'entreprise, c'est les soft skills, c'est les interactions avec tes collègues. Le feedback, nous, ça fait partie de la culture de la boîte. Si tu n'es pas capable, voire même que tu ne souhaites pas faire de feedback et que tu penses que ça ne sert à rien, à ce moment-là, on n'est peut-être pas la bonne boîte. Et il existe peut-être des boîtes ailleurs où c'est pas important de faire des feedbacks, où ça fait pas partie de la culture, on est plutôt dans une culture du non-dit ou autre. Moi, à titre personnel, ça m'attire pas, mais tant mieux si c'est un endroit où d'autres personnes se retrouvent. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Juste, s'il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma boîte et que ça n'intéresse pas de faire des feedbacks, faut que cette personne elle aille là-bas. En fait, faut pas qu'elle reste chez nous, parce que chez nous, elle va pas s'épanouir et chez nous, elle pourra pas grandir. Parce que nous, c'est un critère de performance de savoir faire des feedbacks, de savoir recevoir des feedbacks. Donc oui, ça arrive pour répondre à ta question, mais ce sont pas des gens qui restent très longtemps parce que ce sont pas des gens qui fit avec la culture. Et ça, en gros, c'est le cas d'ailleurs pour globalement cette idée d'adhérer un minimum à la culture, aux valeurs, aux comportements qui sont attendus dans la boîte et qui vont en ce sens. Parce que nous, dans notre boîte, c'est important pas juste de faire du bon boulot, mais de faire du bon boulot en le faisant d'une manière qui est commune à tous et à toutes, qui fait sens pour tout le monde et qui permet d'évoluer dans un environnement dans lequel tout le monde se sente bien parce qu'on a la même définition de ce que c'est que bien travailler et travailler de la bonne façon. Ok, écoute, c'était très clair, Clément. Je te remercie parce que j'ai eu l'impression d'avoir un petit cours dans le bon sens du terme. Hein, je dis, mais c'était très pédagogue la façon dont tu as expliqué ça et c'est très pragmatique et activable. Donc c'est exactement moi ce que je veux dans le podcast, de me dire si des RH, des managers ou autres écoutent, se dire ok, ça m'a donné des clés pour pouvoir travailler dessus de mon côté dans ma propre société. Donc merci beaucoup parce que tu nous as donné beaucoup d'exemples et c'est très bien parce que tu parlais de l'onboarding tout à l'heure en me disant je commence, désolée, je contextualise, mais le fait de contextualiser pour moi est indispensable pour pouvoir justement mettre les choses en perspective, en pratique derrière. Donc merci beaucoup, j'ai vraiment adoré tout ce que tu as expliqué, c'était génial ta façon d'expliquer les choses. Je pense que tes élèves doivent adorer t'avoir en cours. Est-ce que pour finir un petit peu cet épisode, tu pourrais nous partager des ressources, que ce soit des livres, des podcasts, des personnes à suivre, qui toi, dans ton quotidien, t'inspirent, t'apprennent des nouvelles choses. Est-ce que tu peux nous le partager ?
Ouais, carrément. Déjà, merci pour tous les compliments que tu me fais. Et sur le partage de ressources, si on parle de feedback, je peux pas ne pas citer Stéphane Moriou, tu l'as déjà cité, mais je redonne son nom parce que je pense que en France, c'est un peu la référence du feedback à l'heure actuelle. C'est un vrai expert du sujet. Et bon, googlez Stéphane Moriou et vous allez trouver beaucoup de contenu qu'il a créé et c'est super intéressant et je pense que c'est vraiment une des personnes à suivre sur le sujet. On en a parlé un peu en filigrane, mais Pierre Monclos a lancé un super MOOC autour de l'IA et des RH. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard, ça finit à la fin du mois de novembre pour s'y inscrire et le suivre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de comprendre plein de choses autour de l'IA et qu'il y a toute une section après qui est dédiée à des retours d'expérience. Stéphane y intervient d'ailleurs aussi sur le feedback. J'y interviens pour partager un peu ce cas du chatbot. Il y a plein de grands noms des RH qu'on peut retrouver dans ce MOOC. Je le trouve trop bien fait et puis surtout il est gratuit. Et moi, je ne peux que promouvoir les gens qui partagent du contenu, du savoir, de la connaissance gratuitement sur la toile. N'hésitez pas à suivre le MOOC de Pierre. Et puis après, au sens large, soyez curieux, je pense, suivez les bonnes personnes sur LinkedIn, on est beaucoup à écrire. N'hésitez pas à me suivre, bien évidemment aussi, à écrire, à essayer de partager des choses. Continuez d'écouter des podcasts comme celui d'Alexandra et comme plein d'autres qui existent. Je pense que c'est les bonnes ressources. Et puis, dernier message, peut-être, moi, je crois beaucoup en le partage d'expériences entre pairs. Il y a beaucoup de communautés RH qui existent. Moi, je suis sur pas mal de communautés qui sont sur Slack. J'ai déjà écrit là-dessus, j'ai déjà partagé les noms des Slack. Donc, si vous fouillez dans mes posts, vous retrouverez. Mais sinon, si des gens veulent m'écrire parce que ça les intéresse et qu'ils font pas partie de communauté, n'hésitez pas. C'est trop bien. C'est des communautés où on peut s'écrire en asynchrone pour se poser des questions, se conseiller, se partager des templates sur tous les sujets, qu'il s'agisse de sujets plus ou moins joyeux, d'un modèle de contrat à un modèle de convocation pour un entretien de préalable à un licenciement. Et surtout, on fait aussi des événements de temps en temps où on se rencontre et ça fait du bien de rencontrer des pairs et de pouvoir parler un peu sans langue de bois et se partager de bonnes pratiques. Je pense que le meilleur apprentissage, il est aussi là, auprès de ses pairs et dans du donnant-donnant. Voilà. Merci, c'était très complet. Merci à toi, Clément. Alors, pour avoir vu Clément déjà en live donner des conférences, etc., je t'avais vu notamment au Tam Tam Show d'Hélo Bernard et de Élise. C'est un spectacle de le voir, donc n'hésitez pas aussi à aller à des conférences. T'es hyper accessible, je trouve que voilà, tu partages beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux et même quand on te rencontre. Pour moi, tu es une des personnes phares vraiment à suivre sur LinkedIn, en tout cas sur nos sujets, sur l'écosystème RH dans sa globalité. Et ce qui est très bien, c'est que tu partages vraiment des sujets qui sont liés autant l'IA qu'au feedback, qu'au quotidien RH. Donc, c'est un vrai retour d'expérience qui peut nous nourrir. Donc, c'est des personnes comme toi, dont on doit s'inspirer pour moi aujourd'hui, pour démystifier notre métier en tout cas et qu'on fonctionne plus en boîte noire. Et tu parlais de partage entre pairs, mais c'est aussi pour moi donner de la visibilité sur nos métiers qui sont quand même souvent décriés et pas forcément bien perçus. Donc, c'est très bien aussi de communiquer sur tous ces sujets-là. Donc, merci pour ton partage au quotidien, pour le coup, Clément. Et ça a été vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour tout le contenu que tu nous as partagé. Merci à toi, Alexandra, et ravi d'avoir pu participer. Et merci encore pour l'invitation. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.